Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercice bilan de première spé physique chimie. Dans cet exercice, on va parler de titrage. Le sujet se trouve en dessous de la vidéo. Si tu es sur la BNCS Academy, si tu es sur YouTube, le sujet n'est pas en dessous de la vidéo. Mais si tu es en train de bosser sur la BNCS, le sujet, comme d'hab, il est en dessous de la vidéo. C'est pour ça que je te recommande fortement de prendre l'habitude d'aller bosser sur la BNCS. Benjamin, c'est quoi la BNCS? Attends, je te montre ça. La BNCS, c'est un espace dédié sur mon site internet. C'est un espace sur lequel je regroupe le meilleur de toutes mes vidéos, que ce soit des vidéos qui sont sur YouTube ou des vidéos qui sont plus exclusives. Et pour ce qui est des exobilans interro de première spé physique chimie, eh bien, c'est ce module-là de la BNCS. Tu as aussi un module avec les vidéos synthèses de première spé physique chimie. Et c'est carrément accessible pour tout le monde parce que c'est en accès gratuit. Donc tu peux aller là. Et pour ce qui est des exobilans de première spé physique chimie, hop, on a tout ce qu'il faut ici, chapitre par chapitre. Donc tu as de quoi bosser en autonomie pour réviser tes contrôles avec des vrais exercices. Hein. C'est pas juste des exos à deux balles, c'est des vrais exos de contrôle. Donc voilà ce que c'est que la BNCS et je t'invite à aller dessus, surtout si tu veux bosser en retrouvant le sujet de chaque exo à chaque fois. Ok? Voilà, donc également comme d'habitude, je t'invite à faire l'exo par toi-même. C'est très important. Je le répète tout le temps parce que je vois qu'il y a des élèves qui ne font pas l'exo par eux-mêmes et qui sont juste en mode, pardon, qui sont juste en mode spectateur. Et le problème du mode spectateur, je l'ai déjà constaté avec des élèves pour de vrai, c'est un mode qui te donne l'illusion que tu comprends et que tu sais faire. Mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre comprendre un déroulé expliqué à l'oral et savoir réexpliquer par soi-même à l'écrit. Tu vois? Même savoir expliquer par soi-même à l'oral, c'est différent de savoir formuler les choses à l'écrit. C'est des compétences différentes. Et le truc, c'est que si tu ne t'entraînes jamais à la compétence savoir expliquer à l'écrit, le jour du contrôle, le jour de l'interro, in fine, il va falloir expliquer à l'écrit. Et si tu ne sais pas faire, si tu n'arrives pas à bien formuler tes phrases, à bien faire tes schémas, à utiliser les bons mots techniques, à bien faire tes calculs, bien faire tes conversions, bien prendre le bon nombre de chiffres significatifs, tu vois, si tu n'arrives pas à faire tout ça, eh ben, tu vas être en difficulté. Ok? Donc, il faut absolument s'entraîner à l'écrit. Voilà. Donc, fais l'exo par toi-même et après, corrige-toi avec ma correction. Je ne cesserai de répéter ça dans toutes mes vidéos. Let's go. On nous parle du Lugol. Le Lugol est une solution antiseptique. Elle doit son nom au médecin français Jean Lugol. Pour la culture G, voilà, c'est fait. L'étiquette d'un flacon 100 millilitres de Lugol précise que cette solution contient 1 gramme de diode. Donc en gros, ça caractérise une composition théorique. Et tu verras, même dans le contexte de ce qu'on fait après en terminale, spé physique chimie, qu'on va très souvent se retrouver dans ce cas de figure où on a une composition théorique donnée par une étiquette d'un composé, quoi, d'une solution, d'un produit. Voilà, je perds mes mots des fois. On a une composition théorique donnée par l'étiquette d'un produit et on veut vérifier cette composition théorique et souvent bah, ça se fait par titrage. On te dit que 1 gramme de diode, ça correspond à 3,9 millimoles de diode. On pourrait le retrouver si on avait envie parce qu'on a la masse molaire du diode ici, tu vois, regarde. Ça aurait pu être une question hein, de retrouver la quantité de matière 3,9 millimoles. Tu fais quoi? Tu fais N égale masse sur masse molaire. La masse, c'est 1,0 g et la masse molaire, c'est 126,9 grammes par mol. C'est donné tout en bas de l'énoncé, 126,9. Et si tu divises 1 par 126,9, a priori, on ne doit pas être loin de la vérité. 126,9 fois 2, j'étais en train de dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, parce que c'est du diode. Là, on n'a pas la masse, on a la masse de l'atome de iode, mais là, c'est du diode. Diode. Donc, tu as 2 fois 126,9. Donc, je redivise par 2, et voilà. Comme j'ai dit, on n'est pas très loin de la vérité. Ça me fait 3,9 fois 10 puissance moins 3. Autrement dit, 3,9 millimoles. 10 moins 3 mol. Donc 3,9 millimoles. C'était pas demandé, hein, c'est juste que on peut se poser les questions au fur et à mesure. Attends, d'où ça sort? Attends, pourquoi on a cette valeur, etc. Donc celle-là, on peut la retrouver. Donc en théorie, on a 3,9 millimoles de diode dans ce flacon de 100 millilitres. On souhaite vérifier cette indication à l'aide d'un titrage d'un échantillon de volume 10 millilitres. Donc on va prendre juste 10 millilitres de ce flacon et pas 100 millilitres.
Et on va titrer ça avec une solution de thiosulfate de sodium. Donc là, à la lecture de l'énoncé, on a le réactif titré, c'est le diode. Hop, lui c'est le titré. Il sera dans l'Erlenmeyer. Et on a le réactif titrant, parce qu'on titre par une solution de thiosulfate de sodium. Quand on formule de cette façon-là, on t'indique le réactif titrant. Et le réactif titrant, il est dans la burette graduée. D'accord? Il va falloir compléter ici les légendes du montage utilisées pour le titrage. Mais c'est bien de comprendre au fur et à mesure qui joue quel rôle. On a la concentration de la solution de thiosulfate de sodium en millimoles par litre. Fais gaffe aux unités. On a l'équivalence qui est repérée pour un volume de 8,4 ml de solution titrante versée. On nous donne les couples oxydant-réducteurs. Et on nous demande à partir des couples de montrer que l'équation support de titrage s'écrit comme ceci. On te rappelle que les ions Na+ sont spectateurs. C'est assez sympa de leur part. Alors, les couples. Je vais changer de page. On a le couple I2, I-. Et on a le couple S4O6 de-, S2O3 de-. S4O6 de-, S2O3 de-. Dans la solution de thiosulfate de sodium, le réactif, c'est S2O3 de-. Na+, c'est ion spectateur. Donc S2O3 de-, je vais reprendre le même code couleur. Lui, c'était le réactif titrant. Et I2, c'était le réactif titré. Donc tu as la réaction entre I2 et S2O3 de-. Personnellement, quand j'écris des demi-équations d'oxydoréduction pour déduire une équation bilan, j'aime bien commencer par la réaction d'oxydation, celle qui libère des électrons. Et celle qui libère des électrons, ça va être celle qui me permet de passer des ions thiosulfate, donc de S2O3 de- à S4O6 de-. Donc S2O3 de- donne S4O6 de- plus un certain nombre d'électrons. Il va falloir équilibrer le nombre d'atomes, les nombres d'atomes. Donc là, j'ai 2 soufres, 3 oxygènes, 4 soufres, 4, 6 oxygènes. En mettant un petit x2 ici, ça va résoudre l'affaire. Voilà. 2 x 2, 4. 2 x 3, 6. Par contre, ça va transformer mon nombre de charges. 2 x 2-, ça fait 4-. Et pour équilibrer les charges ici, évidemment, il faut rajouter un coef Stokio 2 pour le nombre d'électrons. Et j'ai ma demi-équation d'oxydation qui est écrite. Ok? Maintenant, on va écrire la demi-équation de réduction, I2 qui forme I-. J'équilibre d'abord les atomes, évidemment. Donc pour équilibrer le nombre d'atomes de iode, je mets un coef stoichiométrique 2 devant le I- ici. Et ensuite, je vais équilibrer les charges. Donc j'ai 2 charges négatives à droite. Il me faut 2 charges négatives à gauche. Donc 2 électrons. À ce stade-là, je vérifie, c'est très important, je vérifie que j'ai bien le même nombre d'électrons libérés que captés. C'est important, sinon il faudrait équilibrer ce nombre d'électrons. Là, c'est bon, c'est le cas. Et une fois que tout ça c'est fait propre, je déduis l'équation bilan. Et l'équation bilan, c'est 2. Alors, je vois tout de suite que j'ai un coef stoichiométrique devant le S2O3 de-. Très important ici quand on va écrire l'équation entre les réactifs titrés et titrants à l'équivalence. Tout ça, ça figure dans ma vidéo synthèse sur le titrage que je t'ai fait sur ma chaîne YouTube et qui est disponible également sur la BNCS. Si tu cherches, tu vas la trouver. Mais pour les réactions de titrage et pour la relation à l'équivalence d'un titrage, les coefficients stoichiométriques devant tes espèces titrées, titrantes sont très importants à prendre en compte. Si tu ne les prends pas en compte, tu plantes ton calcul de la relation à l'équivalence. Rien que ça. Donc ça veut dire que tous tes calculs de concentration ou de quantité de matière ou de masse dans un exotitrage, il y a tout qui tombe à l'eau. Si tu t'es planté et que tu n'as pas pris les coefs Tokyo. On va voir après, je te le redirai quand on va être dans la situation, on les verra apparaître. Donc S4O6 de moins plus 2I-. À ce stade-là, tu peux vérifier bien sûr que tu as le bon nombre d'atomes des deux côtés, le même nombre d'atomes à chaque fois. Mais a priori, si on ne s'est pas trompé là, on n'a pas d'erreur ici. J'ai 2 iodes, 2 iodes, 4S, 2 x 2, 4S, 6O, 2 x 3, 6O. Et pour les charges, 2 x 2-, ça fait 4-, 4 charges négatives. Et là, j'ai 2- et 2-, donc 4 charges négatives. On est bon. Ça correspond à la réaction proposée ici. OK? Et puis ce que je vais faire en plus, c'est que je vais réidentifier dans côté réactif, je vais réidentifier le réactif titrant
Et le réactif titré, ça c'est pas demandé dans l'exercice, mais je le fais. C'est pour t'apprendre que ce qui doit se passer dans ta tête, c'est ça, c'est de bien identifier qui est qui joue quel rôle. En gros, là, je te donne ces tips parce que je vois hein, les manques qui existent, les lacunes qui existent chez les élèves de terminale, que ce soit ceux qui me contactent sur la chaîne ou sur Insta, ou même les élèves que j'accompagne pour certains. Il y a des lacunes, si tu veux, qui viennent de mauvaises pratiques qui s'ancrent en première, des mauvaises pratiques que tu as quand tu abordes des exercices, que tu bosses en autonomie, etc. Il y a des choses, des raisonnements, des réflexes que tu n'as pas forcément, et ces manques de réflexes amènent derrière des lacunes. Voilà pourquoi je te propose de prendre les bons réflexes en fait, dès la première. Et le réflexe élémentaire sur le titrage, c'est de toujours identifier qui est qui. Qui est le titrant, qui est le titré. Tu vois, pour savoir qui joue quel rôle dans l'histoire. Le deuxième réflexe, c'est de se poser la question des coefficients stoichiométriques qui apparaissent devant les réactifs titrants titrés. Ce que je te disais il y a 2 secondes. C'est bon? Voilà pour la question 1. Question 2. Complétez ci-dessous la légende du montage utilisée pour le titrage. Ça, c'est le support. Ça, c'est la burette graduée. Hop, support ou potence. Burette graduée, on va commencer par le matériel et puis après on mettra le nom des espèces. Burette graduée. Ensuite, donc là c'est un nom d'espèce, ça c'est un Erlenmeyer. Là c'est l'agitateur magnétique. Agitateur magnétique. Et puis dans l'Erlenmeyer, ici ce qui est indiqué au fond, c'est le barreau aimanté. Pareil, ça c'est le standard. Le standard. Le schéma ultra standard. Ce schéma, il faut que tu saches le faire. Idem en terminale, on va te demander, dans certains exos, de faire un schéma du montage du titrage, utilisé pour le titrage. Il faudra que tu fasses le schéma par toi-même. Et de façon générale, je recommande toujours aux élèves de toute façon de faire le schéma. Même un petit crowbar qui n'indique pas tout, mais juste l'essentiel. Pourquoi? Bah, pour être encore plus sûr de toi au moment d'identifier le réactif titrant et le réactif titré. Je vois tellement de confusion qui existe en terminale. Et si je te dis tout ça quand tu es en première, c'est justement pour t'amener dans la bonne direction. Pour qu'en terminale, ce soit plus smooth pour toi. Je vois tellement de confusion chez des élèves en terminale qui se trompent au moment d'identifier quand les choses elles sont détaillées dans l'énoncé, au moment d'identifier qui est le titrant, qui est le titré, quels sont les volumes utilisés. Tu vois, les élèves qui se trompent dans les volumes utilisés aussi. J'ai quel volume ici qui est titré? Parce que si tu te trompes dans le volume, tu te trompes tout court. Et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Donc c'est pour ça que je te dis, faire un schéma et bien identifier qui est qui et j'ai quel volume de quelle espèce, quelle concentration de quelle espèce, c'est la base. Sur le titrage, c'est la base. Si tu ne sais pas faire ça, tu seras en difficulté en terminale sur le gros morceau titrage. Il y a un gros morceau titrage en terminale. Donc dans la burette graduée, j'ai le réactif titrant. Et le réactif titrant, c'est une solution de thiosulfate de sodium. Donc là, il faudrait écrire solution de thiosulfate de sodium. Tu peux mettre la formule de la solution Na plus AQ plus S2O3 de moins AQ. Et puis, tu peux mettre la concentration aussi des ions thiosulfate. C'est 100 millimoles par litre. Tu mets les indications utiles. Parce qu'après, cette information va s'en resservir dans la suite de l'exo. Et dans l'Erlenmeyer, j'ai quoi? J'ai V égale 10 ml de Lugol contenant I2. Je vais l'écrire ici. V égale, je reprends la même notation, hein, ils m'ont imposé cette notation-là. V égale 10 ml de solution de Lugol contenant I2. L'une des questions à se poser, par exemple, quand tu fais ton schéma et que tu réfléchis à savoir qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'expérience, c'est de savoir est-ce que j'ai dilué la solution de départ. Parce qu'en terminale, ce sera beaucoup ça. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de dilution. Mais en terminale, ce sera très souvent le cas. Donc il faut se poser la question, puisque si tu as dilué, ça veut dire que la concentration ou la quantité de matière que tu as retrouvée grâce au titrage, c'est une concentration d'une solution diluée. Donc ça veut dire que derrière, il faut savoir revenir à la solution commerciale. Et toutes ces questions, il faut se les poser. Ouais.
Donc je t'ai expliqué avec beaucoup de détails. On pourrait aller beaucoup plus vite hein, si je le faisais en vitesse réelle d'exécution. J'irais énormément vite sur un exercice comme ça parce que là, pour l'instant, question 1, question 2, on n'est que sur du classique. Question 3, pareil, relation à l'équivalence, données définition de l'équivalence. Tout ça, euh, tout ça, c'est des questions classiques. Donc on pourrait aller très vite, mais je te donne beaucoup de tips pour que cet exercice il te serve à la fois à, à t'entraîner sur un vrai exo de contrôle et à la fois à prendre les bonnes habitudes. Donc question numéro 3, calculer la quantité Ne de thiosulfate de sodium versée à l'équivalence. Ne, elle sera égale, la quantité versée, elle va être égale à la concentration du S2O3 multiplié par le volume versé pour atteindre l'équivalence. Voilà la quantité de matière versée de thiosulfate de sodium. Après, il demande de la calculer en mol. Donc, pour la concentration, c'est 100 millimoles, c'est-à-dire millimoles par litre, 110 puissance moins 3 mol par litre. Je dois repasser donc ici en mol par litre. Je peux mettre les unités aussi. Ça aussi, ça fait partie des bonnes pratiques. Pose-toi la question des unités quand tu fais une application numérique pour savoir si tu as des conversions à faire ou pas. Là, par exemple, si je veux des mols, il me faut des mols par litre et ici des litres. Donc, je dois convertir la concentration et je dois convertir le volume. Il faut tout convertir. 110-3 pour la concentration. Et pour le volume, c'était 8,4 millilitres donné ici. Donc 8,4 10-3. Tac. Donc ça va me faire 8,4 fois 10 puissance. Alors 10-3, 10-3, ça fait 10-6. Et 10-6 plus 2, 10-4. Voilà. 8,4, 10-4 mol. Donner une définition de l'équivalence. Une définition. À l'équivalence. Je te la réécris intégralement, comme ça, c'est aussi une façon de te redonner un petit peu de cours. C'est une définition du cours, ça. À l'équivalence, les réactifs titrés, et je vais préciser, donc le titré c'est I2 et titrant, et le titrant c'est S2O3 ont réagi ou ont été introduits, non je vais mettre ont réagi dans les proportions Stokio. Si tu as du mal à comprendre ce que sont les proportions Stokio, encore une fois, hop, petite parenthèse, encore une fois, je te renvoie sur la BNCS, mieux que sur ma chaîne, parce que sur ma chaîne, même si c'est rangé, sur la BNCS, c'est encore mieux rangé. Et tu vois, sur la BNCS, tu as les vidéos synthèses de première spé physique chimie. Parmi ces vidéos synthèses, tu en as une que j'ai faite, ça s'intitule Proportion stoichiométrique. C'est ce genre de choses qu'il faut faire. Tu vois, dosage par titrage, équivalence, elle est juste en dessous. Proportion stoichiométrique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et si tu prends l'habitude de bosser comme ça, de façon ciblée, ok, je comprends pas les proportions stoichio. Attends, je vais voir si Ben il a fait une vidéo sur ça. Ah bah ouais, il en a fait une. Tac, je la regarde. Attends, je comprends pas le titrage. Attends, je vais voir la vidéo du titrage de Ben pour comprendre un petit peu mieux la relation à l'équivalence. Ah bah cool, il en a fait une. Bah si tu prends l'habitude de bosser de façon ciblée comme ça sur la BNCS, c'est presque sûr que tu vas augmenter considérablement tes notes parce que tu vas bosser avec une vraie méthode qui aide à progresser dans tous les domaines, en physique chimie quoi, et en maths. Donc les proportions Stokio, si tu n'arrives pas à bien saisir ce que c'est, je te laisse retourner voir la vidéo explicative, mais en attendant, on a donné une définition d'équivalence. Et la question 5, elle est en enfilade de la question 4. Tu vois, normalement, là, j'ai mis les 2 points, je m'apprêtais à écrire un truc, mais je me suis rendu compte que c'est ce qu'on demande dans la question 5. Donner la relation entre la quantité N0I2 en début de titrage et la quantité Ne de thiosulfate versée à l'équivalence. Calculer N0I2 en début de titrage. Donc, la question 5, c'est la suite de la définition de l'équivalence. Comme les réactifs ont été versés dans les proportions stoichiométriques, on a donc N0I2 divisé par 1, et je vais t'expliquer, égale Ne S2O3 divisé par 2. C'est quoi ces 1 et ces 2? Eh bien, c'est justement les coefficients stoichiométriques dont on parlait tout à l'heure et dont il faut faire super attention. Donc le 2,
c'est le coefficient stoichiométrique du S2O3 et le 1, c'est le coefficient stoichiométrique devant I2, hein, comme il n'y a rien, entre guillemets, bah, c'est 1. Et c'est eux qu'il faut prendre en compte impérativement dans ta relation à l'équivalence. Et d'où ça vient? Ben, ça vient de la définition même de la proportion stoichiométrique. C'est pour ça que je te dis, si tu captes pas ça, tu comprendras pas pourquoi j'ai les coefs stoichiométriques utilisés ici. Donc pour vraiment comprendre le fond et ne jamais oublier et savoir refaire, il faut aller revoir ce que c'est que les proportions stoichio. Ok? Voilà pourquoi il faut avoir une vraie méthode d'action et non pas juste apprendre par cœur. Si tu apprends par cœur, c'est des méthodes très fragiles qui n'amènent qu'à une seule chose, à savoir des mauvaises notes à un moment donné. Donc NE de S2O3 on l'a calculé, c'était 8,4 10-4. J'ai pas besoin de refaire le calcul ou de reposer la relation littérale. 8,4 divisé par 2, ça fait 4,2 fois 10 puissance moins 4 mol. Voilà pour N0, I2. Donc j'ai à la fois mis la relation entre les deux quantités de matière et après fait l'application numérique. 4,2 10-4 mol. C'est ce qu'il demandait, hein. Il demandait de donner la relation puis de calculer la quantité en début de titrage. Seul le diode est coloré. Comment repère-t-on l'équivalence lors de ce titrage? Justifié rapidement. Alors, on est sur le principe d'un titrage colorimétrique, qui est le type de titrage que tu fais principalement en première. On te dit que le diode est coloré. Le diode est coloré, et si je dis pas de bêtises, c'est une coloration rouge. Est-ce qu'on me le dit, ça? Non, on me le rappelle pas, donc on n'a pas besoin d'en parler. Tant pis, c'est pas grave. Donc s'il y a que le diode qui est coloré, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du titrage, tu consommes le diode. Donc tu as de moins en moins de diode dans le milieu réactionnel. Et à l'équivalence, tu vas consommer la dernière goutte de diode présente dans le milieu réactionnel et après, il n'y a plus de diode après l'équivalence. Donc s'il n'y a plus de diode, la solution, elle va devenir incolore. Donc le passage de l'équivalence, s'il est repéré par un changement de couleur, l'équivalence est repéré par un changement de couleur, car avant équivalence, le milieu réactionnel a la couleur du diode, puis après l'équivalence, le milieu réactionnel est incolore. Et pourquoi il est incolore? Parce qu'il n'y a plus de diode. Je vais mettre devient incolore. Entre parenthèses, car plus de diode. Donc voilà comment l'équivalence, le passage de l'équivalence est repéré dans ce titrage. Changement de couleur de la couleur du diode vers l'incolore. Et c'est ça qui demande. Seul le diode est coloré. Comment repère-t-on l'équivalence? Justifié rapidement. C'est bon. À partir du titrage, calculez la quantité de diode dans 100 ml de solution du GOL. Si on admet 5% d'erreur, la solution du GOL est-elle acceptable? Quand on dit la solution du GOL est-elle acceptable, en gros, c'est l'étiquette du flacon donne-t-elle la bonne indication? Alors, la quantité de diode dans 100 ml. Là, N0, c'est la quantité de diode dans 10 ml, puisqu'on a titré 10 ml. C'est ça tout à l'heure que je te demandais de prendre en considération. On a pris un échantillon de 10 ml de ce flacon de 100 ml. Donc, si là-dedans, j'ai une quantité de 4,2 10-4 mol, alors dans 100 ml, bah, j'ai 10 fois plus. Pourquoi? Bah, parce que de 10 à 100, il y a un facteur 10. Je vais l'expliquer comme ça, tout simplement. N0I2 est la quantité présente dans 10 ml. La quantité présente de diode dans 10 ml de Lugol. Donc,
dans le flacon, Ni2 est 10 fois plus grand. Dans le flacon de 100 millilitres. « 10 fois plus grand parce que 100 divisé par 10 égale 10. Ça veut dire que la quantité de I2. Alors bien sûr, si cette vidéo te plaît, hein, je ne le répète pas toujours, mais je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour donner de la visibilité à mon travail. Petit aparté comme ça. C'est très important de le faire. Sur cette chaîne, il y a une audience principale qui est faite par les non-abonnés, ce qui est très dommage. Et bah, ce qui est un manque de visibilité incroyable. Puisque sur YouTube, ça fonctionne comme ça. Si tu aimes mon travail, eh ben, il faut t'abonner. Comme ça, l'algorithme reconnaît que tu aimes mon travail et il met en avant les vidéos et ça aide à faire grandir la chaîne. C'est normal que ça fonctionne comme ça. Mais du coup, merci d'avance à toi de t'abonner. Si mon contenu te plaît, eh ben, tu as juste un petit clic à faire ici sur le bouton en bas à droite de la vidéo. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit pour toi. Tu actives les notifs, comme ça en même temps, tu as toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure. Et comme je poste souvent, tu es informé de tout ce que je sors régulièrement. Et puis tu aides considérablement à donner de la visibilité. Tu peux aussi partager la vidéo autour de toi, parler de cette chaîne dans tes contacts et tes potes, tes camarades, tous tes collègues, ton groupe de classe, si tu penses qu'elle est utile pour réviser la physique, chimie et même les maths. Let's go, merci d'avance. Donc Ni2 égale 10 fois N0I2. Et N0I2, j'avais combien? J'avais 4,2 10-4, donc ça fait 4,2 10-3 quoi, au final. 10 fois 4,2 10-4, au final ça nous fait 4,2 10-3. 4,2 10-3 mol, c'est-à-dire 4,2 millimoles. On me donnait l'indication de 3,9 millimoles sur le flacon. Tu vois, il disait 1 gramme, donc 3,9 millimoles. Est-ce que l'étiquette, est-ce que l'indication portée par l'étiquette est correcte ou pas? Sachant qu'on tolère 5% d'erreur. Eh ben, on va faire quoi? On va faire le calcul de l'écart relatif pour dire si l'étiquette est, l'indication de l'étiquette est acceptable ou pas. Écart relatif. Donc c'est un exo très complet, hein. J'espère qu'il te plaît. C'est pour ça que je te dis, si tu trouves le contenu qualitatif, bah, n'hésite pas à me le faire savoir parce que moi, je pense, après, voilà, c'est vrai que c'est mon travail, donc c'est une façon de se jeter un peu des fleurs, mais je pense que là, ça fait partie des exercices les plus intéressants que tu peux trouver sur YouTube en correction point par point, correction détaillée, et des vrais exos qui aident, quoi. Donc l'écart relatif, je prends la calculatrice. E égale 3,9 moins 4,2, je mets ça en valeur absolue hein, pour pas avoir de signe moins, et je divise par 3,9. 3,9 c'est la valeur de référence et 4,2 c'est la valeur expérimentale. Je vais te rappeler ça ici. Pour les écarts relatifs, tu fais mesure, donc la mesure je vais l'appeler x, mesure théorique moins mesure XP, divisé par mesure théorique. Et si on met une valeur absolue en haut, c'est parce qu'on ne peut jamais savoir si la mesure théorique elle est plus petite ou plus grande que la mesure expérimentale. Donc on colle une valeur absolue. Ça, c'est le calcul de l'écart relatif. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Hop, 4,2 moins 3,9 ou 3,9 moins 4,2 avec valeur absolue, divisé par 3,9. Ça nous fait... Ah, ça fait un peu plus que... Ça fait plus que 5%. Donc on est à environ à 7,7 10 puissance moins 2. Soit 7,7% d'écart. C'est supérieur à 5. Info étiquette. Pas accepté. C'était ce que demandait l'exo en fait. C'est comme ça qu'il faut conclure, puisqu'on était en train de vérifier finalement l'information, la pertinence d'une info portée par l'étiquette. Voilà, il y a trop de diodes dans cette solution de Lugol. Et ça conclut l'exercice. J'espère qu'il t'a plu. On a dit beaucoup de choses dans cet exo. J'ai pris le temps et j'ai pris le prétexte de cet exercice pour te faire aussi pas mal de rappels à la fois sur le titrage et à la fois sur ce que tu dois mettre en place comme vraie méthode d'action si tu veux progresser pour la terminale et si tu vises vraiment d'avoir des bonnes notes en terminale. Et petite parenthèse pour finir, si tu es resté jusqu'au bout, c'est que tu fais partie des élèves les plus motivés. Si
tu veux vraiment mettre des choses puissantes en place pour anticiper ta terminale, je t'invite à aller voir sur mon site Booster SPC. Tu as ça dans Stage Masterclass. C'est un stage que j'anime l'été avec un groupe de 30 élèves. On a déjà 5 inscrits, donc si ça t'intéresse, faut pas tarder. Et c'est un groupe que j'anime dans la préparation de l'aspect physique-chimie terminale. En 10 séances pendant l'été, on prépare l'intégralité, en fait 80%, pas l'intégralité du programme de terminale spé physique-chimie en 10 séances, donc avec une régularité sur chaque semaine. Ça reste souple parce que c'est des séances d'1h30 quand on déborde 2 heures, mais ça reste assez souple parce que 2 heures sur une semaine, c'est rien du tout. Donc ça te permet de faire tout ce que tu veux par ailleurs pendant tes vacances d'été et même de partir en vacances parce que comme tout se passe à distance et que tu as accès au replay, il n'y a aucun problème. Et c'est pas tout, il y a beaucoup de choses qui viennent avec ce stage-là, avec cette masterclass, notamment pour la classe de terminale. Quand tu t'inscris à la masterclass Booster SPC, eh bien, je te donne l'accès à ça et ça, qui sont deux modules premium, qui représentent exactement la même chose que ce que je t'ai dit pour le niveau première, c'est-à-dire des exobilans sélectionnés, triés et organisés pour tous les chapitres de Terminal Spécifique Chimie, qui vont te permettre de réviser à fond en fait tous tes contrôles en terminale, et les vidéos synthèses pour chaque cours, chaque chapitre de Spécifique Chimie terminale. Donc avec ça, en fait, je t'équipe avec ces deux modules-là, et t'es équipé à mort pour tout péter en terminale en physique chimie. Et en même temps, comme je t'ai dit, pour chaque séance du stage, bah, tu auras accès au replay et tout ça, bah, ce sera dans un module. Là, c'était le module pour le stage Booster SPC 2023. Tu as les replays, les PDF de chaque séance. Et il y aura le module Booster SPC 2024 qui apparaîtra dès qu'on commencera la masterclass en juillet 2024. Donc si tu fais partie des élèves qui ont des vrais objectifs de progression en terminale, pour la classe de terminale, pour avoir un bon dossier Parcoursup, bah, je t'invite à aller faire un tour parce que là, c'est un contenu archi qualitatif où clairement, on se propulse vers la réussite. Si tu es intéressé, let's go. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de renseignements, je te répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je te laisse là. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ce moment passé en ma compagnie a été agréable pour toi. Je te souhaite de bien travailler et je te dis à très bientôt. Ciao.